Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce jeudi 9 février. L'épisode de grand froid persiste dans la région. Les flamants roses et autres échassiers sont pris dans les étangs gelés. Jean-Luc Mélenchon était à Montpellier hier soir. Le meeting du candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle a attiré plusieurs milliers de personnes. Dans le Gard, Rodilhan fête ses 50 ans. La commune a célébré l'anniversaire de son tout premier conseil municipal hier soir. Et puis on terminera avec un atelier dessin au musée des cultures taurines de Nîmes animé par le caricaturiste Eddy Ponce. La vague de froid qui sévit sur la France persiste. La région n'est pas épargnée. Depuis plusieurs jours, les étangs et les fleuves de la région sont gelés, prenant notamment au piège flamants roses et autres oiseaux. Des oiseaux blessés qui sont recueillis et soignés au centre de soins du Pont de Gau dans le Gard. Comment la faune de Camargue résiste-t-elle aux températures glaciales de ces derniers jours? Reportage à la réserve du Scamandre, Olivier Michel. Après une semaine de gel, la petite Camargue a pris des airs de Sibérie. Du côté de Galician, dans la réserve naturelle régionale du Scamandre, au lieu de nidification des hérons ou d'ibis falcinelles, certaines espèces sont en péril. Les oiseaux ne peuvent pas s'alimenter, la glace prend toutes les parties d'eau libre et tout simplement ils s'affaiblissent, ils n'ont pas la capacité de faire des réserves de graisse suffisantes pour tenir contre le froid. Donc c'est des oiseaux qui peuvent potentiellement dépérir assez facilement. Et qui plus est s'ils sont des oiseaux migrateurs comme cet Eudicmen criard. Il aurait dû migrer à l'automne vers l'Afrique, mais sans doute séduit par un hiver jusqu'alors clément, il s'est retrouvé pris au piège par cette vague de froid. Ce sont des gens qui habitent sur le village d'à côté, à Galician, là, qui nous l'ont ramené ce matin, qui était complètement quasi congelé. Donc c'est un oiseau qui va partir au centre de soins, ils vont le ravigoter et le relâcher plus tard. Quant aux autres espèces, telles que la sarcelle d'hiver, le canard colvert ou le héron cendré, elles se sont réfugiées au soleil sur une partie non glacée de l'étang de Buisson-Gros et décision a été prise de fermer la réserve au public. Voilà, là on ferme la réserve naturelle du Scamandre pour les raisons de froid que l'on connaît, pour éviter de déranger les oiseaux qui s'envolent et qui perdent encore de l'énergie dont ils ont besoin absolument en ce moment. La réouverture aura lieu après le dégel, mais certains spécimens ont déjà fait les frais de cette vague de froid. L'ampleur réelle sera connue au printemps lors du comptage de reproduction. Les surveillants pénitentiaires sont en colère. Une cinquantaine d'entre eux a manifesté devant la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones ce matin. Les gardiens de prison dénoncent des conditions de travail difficiles et une vie en détention de plus en plus pénible pour certains prisonniers. Écoutez. On est à nouveau devant la porte parce qu'on demande toujours le regroupement des surveillants spéciales, c'est-à-dire de la population pénale à risque, les détenus dits suicidaires. On demande également à ce qu'on se rend compte que depuis les précédents mouvements qui ont eu lieu fin d'année 2011, le nombre de projections ne cesse de croître. La population pénale également, puisqu'on est en sureffectif au niveau des détenus, tant au quartier majeur qu'au niveau des mineurs. Il faut savoir que pas plus tard que la semaine dernière, il y avait encore 5 mineurs qui dormaient par terre. Donc ça, c'est des choses qui nous paraissent inadmissibles. Cette population-là est jugée à risque par rapport au personnel de surveillance qui est là-haut. Effectivement, et la mise en place des portiques de détection qui ont également été mises en place sans pour autant nous apporter le personnel nécessaire pour veiller au bon fonctionnement de tout ça. Et la fin de la grève est annoncée à Air France. Après 4 jours de perturbations, un seul vol de la compagnie devrait être annulé demain au départ de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Il s'agit du vol de 7h15 vers Paris-Roissy. À Clarensac, dans le Gard, cela fait à présent une semaine que des parents d'élèves occupent l'école primaire. Ils protestent contre la fermeture d'une classe et la suppression de 2 postes d'enseignants, alors que les inscriptions pour la rentrée prochaine s'annoncent déjà à la hausse. On écoute une maman d'élève inquiète au micro de Franck Chassagnon. On souhaite le maintien de notre classe, de la 13e classe, de manière à pouvoir offrir à nos enfants une scolarité digne de ce nom. Il y a l'effectif. On a fait la rentrée à 311. Si on fait le calcul mathématique simple que fait l'inspection académique, on fait une rentrée à 314, voire 317. Parce que là, après, on joue sur les chiffres, nous on en compte 316. L'inspecteur, pour entrer dans ces ratios, nous dit non, moi j'en retiens que 314. En tout état de cause, on est en dessus des 311 actuels. Donc, pour nous, il n'y a aucune justification à la fermeture de la classe.
Ce soir à Clarensac, les parents d'élèves ne comptent pas lever l'occupation de l'établissement pendant les vacances scolaires. Des parents d'élèves qui sont également mobilisés dans le secteur du Grand Alès, sur la commune de Rousson et à l'école de Port-Ariane à Latte, où l'inspecteur de l'éducation nationale du secteur a été retenu toute l'après-midi. Tous protestent contre les fermetures de classes annoncées pour la rentrée prochaine. Jean-Luc Mélenchon était en meeting à Montpellier hier soir, une première grande réunion régionale pour le candidat du Front de gauche qui a attiré entre 5 000 et 8 000 personnes au parc des expositions. Jean-Luc Mélenchon en a profité pour réaffirmer son ancrage à gauche et s'il n'a pas manqué d'égratigner Nicolas Sarkozy et le PS local lors de la soirée, la cible favorite reste Marine Le Pen et le Front National. Olivier Roiron. Jean-Luc Mélenchon à Montpellier, ça commence par des retrouvailles avec les amis, puis une rencontre avec la presse. Et quand on évoque le climat particulier du PS héroltais, le candidat du Front de gauche saisit la perche. Il y a de très nombreux militants socialistes et électeurs socialistes qui dorénavant se disent, tant qu'ils n'auront pas remis de l'ordre dans cette pétaudière, tant que tout continuera à être dominé par des personnages interlopes du style de Robert Navarro, nous réservons notre adhésion au Parti Socialiste, disent-ils, nous réservons nos suffrages que nous destinions au Parti Socialiste et nous les portons vers le Front de gauche. Le message local est clair, mais ce mercredi soir, le Front de gauche visait la démonstration de force. 9000 personnes au Parc Expo, le candidat à la présidentielle martèle son ancrage à gauche. Il manie la pédagogie européenne et l'appel au combat pour une révolution qu'il voudrait citoyenne. Dans cette grande avancée, nous créons avec le Front de gauche, non pas une meute autour d'un personnage, mais une force politique consciente, éduquée, élevant le niveau de conscience des gens qui l'entourent, de femmes et d'hommes libres. Voilà ce que nous sommes en train de construire. Mais Jean-Luc Mélenchon n'oublie pas ses ennemis politiques naturels, Nicolas Sarkozy, mais aussi et surtout le Front National. Madame Le Pen, que vous êtes bête, que vous ne comprenez rien à la France. Vous voulez ne pas donner l'aide médicale d'État, je ne cesserai de prendre cet exemple. Ils ne veulent pas donner l'aide médicale d'État aux étrangers clandestins. Eh bien, il ne leur reste plus qu'à expliquer aux microbes clandestins qui ne doivent pas aller voir ceux qui ont des papiers. Parce que les microbes, ils ne sont pas au courant. L'Internationale et la Marseillaise pour conclure, la machine Front de gauche est bien rodée. Objectif provisoire pour la présidentielle, dépasser les 10%. La Mutualité française tente pour sa part de peser sur cette campagne présidentielle à l'occasion de la pose de la première pierre du pôle de service des Grisettes. Ce matin à Montpellier, le président de la Mutualité française a répété son inquiétude. Selon lui, l'accès aux soins est de plus en plus difficile pour les Français, un constat aggravé par la taxation récente des mutuelles décidée par le gouvernement. L'organisme espère bien peser sur les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Écoutez. Ce qui est important pour nous, c'est que les candidats prennent conscience qu'il faut absolument sécuriser le parcours des Français dans le système de soins. Pour sécuriser ce parcours, il faut à la fois revenir à des tarifs opposables, que les Français sachent ce qu'ils paieront, que les prix ne soient pas fixés en fonction de leur capacité contributive, mais de la qualité des actes qui leur sont dispensés, et améliorer évidemment les remboursements, notamment par l'accès aux mutuelles. Et pour plus d'infos sur l'implication de la Mutualité française dans la campagne des présidentielles, un site internet www.quellesantépour2012.org. Les négociations se précisent autour de l'école d'application de l'infanterie de Montpellier. Depuis que les militaires ont fait leur pactage, le site de 38 hectares est à la vente et la mairie s'est portée acquéreur. Le point d'achoppement restait le prix. Selon la préfecture, il devrait osciller entre 20 et 29 millions d'euros. Depuis plusieurs mois, syndicats et associations réclament notamment la transformation de l'internat en logement étudiant. Une nouvelle réunion de négociation entre la mairie et la préfecture à ce sujet est programmée le 27 février. Il y a 50 ans, Rodillon tenait le tout premier conseil municipal de son histoire. La commune gardoise venait à peine d'acquérir son indépendance, devenant la 335e commune du département. Hier, tous les habitants de la ville ont célébré cet anniversaire en revivant ces instants historiques. Alain Belon. Le 28 janvier 1962, les 308 habitants de Rodillon sont appelés aux urnes pour élire leur tout premier magistrat de leur commune. Le 8 février de la même année,
Le maire Pierre Barrère, nouvellement élu, et ses 10 conseillers se réunissent pour leur premier conseil municipal. Il fallait apprendre un peu. Il n'y avait pas de, on ne savait pas encore exactement comment ça allait se passer. Donc c'était beaucoup plus simple, mais c'était tous les collègues qui étaient là, c'était des gens du village. Et c'était bien sympathique. 50 ans après, le conseil municipal de Rodian est bien rodé. Hier soir, pour fêter cet anniversaire, la séance du conseil a pris ses quartiers au gymnase de la commune pour accueillir les nombreux habitants. Et parmi eux, Monique, ancienne secrétaire de mairie, et elle se souvient de ses débuts. On s'est fait aider par le secrétaire de mairie de la commune de Bouillargues, d'où nous dépendions. Et donc c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses et j'ai pris le relais. Aujourd'hui, le maire souhaite poursuivre le travail de ses prédécesseurs. Les élus successifs ont apporté tous les besoins nécessaires en infrastructure pour que cette commune continue à vivre, se développe, tout en gardant cette harmonie de village à laquelle nous tenons. Se développer tout en gardant son identité, Rodian semble avoir réussi son pari. En 50 ans, la commune est passée de 308 à 2500 habitants. Un mot de sport à présent avec la qualification du MHSC pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les footballeurs montpelliérains sont allés battre Châteauroux hier soir, 2-0. Des buts marqués par Olivier Giroud à la 38e minute et Younes Belanda en fin de match. Puis de son côté, le MHB a battu Istres hier soir, 40-31, une 15e victoire en championnat de France qui rapproche encore un peu plus les handballeurs montpelliérains du titre. Mais le MHB a les yeux tournés vers la Ligue des Champions. Il reste 3 matchs de poule à disputer et entre Montpellier, Kiel, Léon et Copenhague, tout peut encore se jouer. Les semaines à venir seront donc décisives. Écoutez. Avec leur effectif. Mais voilà, toutes les équipes, je le répète, sont logées à la même enseigne. Hein. Donc on ne va pas se plaindre de ça. C'est une réalité qu'il nous faut gérer. Ça fait partie des aléas de la saison. C'est aussi les équipes qui gèrent le mieux ces périodes-là, qui certainement sont les mieux préparées pour la compétition dans la deuxième phase. Donc j'espère que ça va être le cas pour nous et qu'on va réaliser une deuxième phase de compétition très probante et très intéressante. Et dimanche, Montpellier se rend donc à Léon en Espagne. Coup d'envoi 18h30. Un mot de rugby à présent. Le match Nîmes-Romans comptant pour la 13e journée de Fédéral 1 est annulé. Il devait se dérouler au Stade Kaufmann dimanche à 15h. Après Montauban-Nîmes, c'est la deuxième rencontre consécutive qui est décalée à cause de la météo. Eddy Ponce était l'invité du musée des cultures taurines de Nîmes ce week-end. À l'occasion des 10 ans du musée, le dessinateur et humoriste a animé un atelier distillant les secrets de son fameux coup de crayon. Olivier Michel y a assisté. Regardez. Voilà 32 ans qu'Eddy Ponce croque la vie régionale avec pour personnage central un taureau. C'est donc tout logiquement que ce dessinateur et caricaturiste a été choisi pour animer un atelier dessin au musée des cultures taurines. Objectif, transmettre son savoir-faire, même si chez Eddy, il s'agit plutôt d'un don, puisqu'il allie coup de crayon et humour. Je pense que l'humour, tout le monde l'a. Après, c'est une manière, il faut l'exploiter, quoi. Hein. Par exemple, sur tous les dessins qui sont réalisés en ce moment, c'est vrai que chacun a trouvé une touche d'humour. Par exemple, les arènes en train de tricoter, moi je trouve ça marrant parce qu'elle est plus âgée que le musée des cultures taurines qui a 10 ans. Vous voyez, tout le monde a de l'humour. Ce qu'il faut après, c'est se désinhiber un peu au niveau du dessin, c'est-à-dire voir que c'est pas très compliqué de dessiner, et c'est un peu le but de ma présence. Une présence et un accompagnement fortement appréciés par l'assistance, exclusivement féminine. Je connaissais de renom Eddy Ponce, je connaissais déjà ses dessins, et puis je voulais, c'était par curiosité aussi, pour voir jusqu'où, déjà pour apprendre la technique, et puis en plus de ça, pour voir jusqu'où peut aller mon humour. Thème des dessins du jour, les 10 ans du musée des cultures taurines. Donc là, ça représente le musée taurin avec les banderilles sont les bougies. La scène se passe dans les arènes. Puis il y a les danseurs là, de Sévillane, le champagne. Et puis bon, il y a toujours le reboussier là, de Nîmes, quoi, enfin, qui râle toujours. Quoi. Et qu'est-ce qu'il dit le reboussier? Qu'est-ce qu'ils attendent ces deux pour souffler, quoi, toujours pas contents. Quoi. Face à la page blanche, les élèves se sont largement inspirés du maître jusqu'à frôler le plagiat, mais en toute légalité. Eddy Ponce qui animera un second atelier de dessin au musée des cultures taurines de Nîmes le premier week-end de mars. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre édition de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.